Bonjour et merci d'écouter Paroles d'Histoire, un podcast créé et animé par André Loez pour faire de l'histoire autrement ou hors les murs. Faire de l'histoire autrement, c'est le thème du numéro double de la revue Le Mouvement Social, dirigée par Émilien Ruiz et Axel Brodier-Delino, que nous avons le plaisir de recevoir pour parler de ces enjeux. Vous retrouvez les autres émissions du podcast sur le site paroledhistoire.fr et vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Axel Brodier-Delino, qui est historienne au CNRS au Centre Norbert Elias à Marseille. Bonjour. Bonjour. Et Émilien Ruiz, historien à Sciences Po. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes tous les deux membres du comité de rédaction de la revue Le Mouvement Social et on va parler ensemble d'un très beau numéro double de cette revue, numéro 269-270, qui vient de paraître, que l'on peut consulter notamment sur le portail Cairn, dans lequel vous signez une introduction, les écritures alternatives, faire de l'histoire hors les murs, puisque c'est un numéro double qui envisage la question de faire de l'histoire autrement, d'autres écritures pour l'histoire et pour l'histoire sociale en particulier. Et donc, ça rejoint évidemment des préoccupations qui sont les nôtres dans ce podcast et qui sont celles de beaucoup de collègues en ce moment. Alors, avant de parler de ce beau numéro et de cette thématique, je voulais peut-être vous demander, comme peut-être que tout le monde qui nous écoute ne connaît pas, et c'est bien dommage, la magnifique revue Le Mouvement Social, est-ce qu'Axel voulait dire un mot de présentation de cette revue historiographiquement très importante, puisque on célèbre ses 60 ans? Oui, d'abord, merci de votre invitation. Quand même, on est vraiment contents. C'est une revue qui donc a été fondée en 1960, puisqu'elle a 60 ans, par Jean Métron, qui est aussi le fondateur du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, qu'on appelle le Métron. Et puis après, elle a été donc il l'a dirigée pendant 10 ans. Après, elle a été dirigée aussi pendant 10 ans par Madeleine Rébériou, qui est une spécialiste du socialisme français. Donc, on voit qu'elle était au début plutôt arrimée dans le mouvement social ouvrier de gauche. Et après, elle a été dirigée pendant 30 ans par Patrick Fridanson, qui lui est un des pionniers de l'histoire des entreprises, mais qui est aussi un esprit vraiment très encyclopédique. Et donc, il a ouvert très, très largement la revue jusqu'à tous les confins de l'histoire sociale, l'histoire environnementale, l'histoire de l'audiovisuel, etc. Et là, depuis 6 ans, elle est dirigée par Anne Rasmussen, qui, elle, est plutôt une spécialiste d'histoire des sciences et de la guerre. Donc, on voit que c'est vraiment une revue éclectique, qu'elle est ouverte à tous les aspects de l'histoire sociale, entendue au sens vraiment très, très large, à ses confins religieux, économiques, l'histoire de l'État, du sport, de la médecine, tout ce que vous voulez. Elle est aussi ouverte à toutes les aires géographiques, mais par contre, c'est une revue vraiment d'histoire contemporaine. On commence début 19e et on va jusqu'à la fin du 20e, voire au 21e siècle. Et on est une revue qui paraît trimestriellement. Il y a chaque année 2 numéros variés et 2 numéros spéciaux. Et donc là, on est dans le cadre d'un des numéros spéciaux. C'est assez rare qu'on publie des numéros historiographiques, mais justement, ça faisait longtemps et on avait envie. Émilien, est-ce que vous voulez nous présenter le contenu de ce numéro ou son orientation générale? Qu'est-ce que ça veut dire écrire l'histoire autrement? Qu'est-ce que vous avez cherché à montrer? Alors l'idée, en fait, quand on a commencé à se poser la question de ce numéro historiographique, c'était de se dire il faut qu'on parle d'un certain nombre d'écritures alternatives. Alors l'expression dans nos discussions est venue d'Axel parce qu'elle en dira peut-être un mot, mais son laboratoire s'interroge sur ces questions depuis un petit moment. Et en fait, on avait commencé à réfléchir à la façon dont on pouvait assister à de nouvelles formes d'écriture du social. Sauf qu'on s'est dit, il y a des numéros spéciaux de différentes revues, la RHMC l'avait fait, les Annales, le débat il y a quelques années autour de la question de la littérature qui a énormément animé les débats historiographiques, notamment autour des publications d'Ivan Jablonka. Et on s'est dit, ce qui serait bien, c'est que nous, on parle un petit peu d'autre chose, parce qu'on observait qu'il existait de plus en plus d'interventions historiennes dans d'autres médias, sur d'autres supports. Et donc, on a cherché à essayer, non pas d'être exhaustif, parce que c'était pas possible dans un numéro comme celui-là, même si c'est un numéro double, mais plutôt d'essayer de brasser un peu plus large, d'essayer d'ouvrir l'éventail pour parler de choses dont on parle un peu moins. Et donc, on a organisé le numéro en fait en 4 grandes parties. On a une première partie qui reprend malgré tout la question de la littérature, avec un article sur la question des usages historiens de la littérature et inversement, par Sylvain Pathieu. On a par contre ajouté 2 articles dans ces dimensions littéraires, 2 dimensions qui sont celles de la bande dessinée et celle du théâtre. Et l'idée était comme ça, donc par exemple avec cette section, ça montre bien un peu l'idée qu'on avait, c'était de parler de choses qui semblent assez balisées, la littérature, voire la BD, parler de choses dont on a moins parlé pour l'histoire contemporaine, le théâtre, parce qu'on a quand même beaucoup parlé d'usage historien du théâtre en moderne, notamment avec tout ce que fait Guillaume Mazot, dont on parle pas mal dans l'introduction, mais en contemporaine, c'était assez peu étudié, et du coup, on a même été chercher en fait une sociologue, Odile Maki, qui travaille beaucoup sur des questions historiques tout en étant sociologue. Ensuite, on a 3 autres sections qui là cherchent à essayer d'ouvrir des questions un peu moins balisées.
c'est celle des explorations audiovisuelles, avec des articles sur le documentaire historique et un article sur les balades sonores. Les expérimentations numériques, où là, l'idée était de poser un peu la question de ce que le numérique change à l'écriture de l'histoire sous un angle un peu plus classique, qui est celui du carnet de recherche. Alors, je dis classique parce que ça a beau être nouveau, on en parle quand même assez souvent, mais peu dans les revues historiques. Donc, l'idée était de donner une voix, de faire donner de la voix à une historienne qui utilise le blog et de poser la question de nouvelles formes de revues, parce qu'on a vu depuis une dizaine d'années des revues naître en ligne, exclusivement en ligne, en libre accès, mais pas uniquement en ligne, en libre accès, mais aussi avec la prétention de s'adresser à un public élargi, si ce n'est au grand public. Et la dernière section, c'est sur la question des innovations académiques. En fait, on a exploré des nouvelles écritures et dans tout ça a émergé quelque chose qui pose question. Est-ce que vraiment ce sont des nouvelles écritures? Alors, c'est le cas de l'histoire populaire, mais c'est aussi le cas de la question de l'écriture de la mémoire de la Grande Guerre, où on a demandé en fait à Antoine Pro de faire un retour sur le centenaire. Donc, cette dernière section, en fait, c'est pas vraiment un contrepoint, mais l'idée était de dire, on parle de beaucoup de nouvelles formes d'écriture, voyons un petit peu sur des formes qui peuvent paraître plus anciennes, est-ce qu'elles sont nouvelles aussi? Et l'idée dans tout ça était surtout de dire ce qui est nouveau, c'est pas forcément le mode d'écriture. Sylvain Lesage le montre très bien dans son article sur la BD. C'est pas du tout le fait qu'il y ait de l'histoire dans la BD. Marion Fontaine le montre aussi dans son article sur le documentaire. Ce qui est nouveau, c'est pas les historiens dans le documentaire, c'est plutôt la position des historiens. C'est-à-dire où sont les historiennes et les historiens dans ces projets. Et ce qu'on a essayé en fait de montrer, c'est que quelque chose changeait dans le positionnement des historiens. C'est-à-dire que les historiens, pendant longtemps, ont été des conseillers historiques. Pour la bande dessinée, la BD historique se nourrit depuis longtemps de travaux d'historiens qui parfois étaient conseillers historiques, etc., etc. Là, tout d'un coup, ce sont les historiennes et les historiens qui écrivent le scénario des bandes dessinées, qui vont écrire le documentaire, qui vont écrire, comme dans le cas d'Isabelle Bacouche et Sarah Gainsbourger, des balades sonores enregistrées, etc., etc. En fait, c'est la position, il nous semble, dans ces écritures des historiennes et des historiens qui a le plus changé. Alors cette question des nouvelles écritures, Axel, elle est intéressante parce que d'une certaine façon, on pourrait dire, c'est pas la première fois que des historiens sortent de l'université, de la salle de classe, du laboratoire. On avait évoqué à ce micro Jacques Le Goff et Michel Pastoureau, conseillers historiques de Jean-Jacques Hano sur Le Nom de la Rose, c'était au milieu des années 80. Et puis depuis longtemps, il y a des universités populaires, des cycles de conférences, etc. Donc qu'est-ce qui pour vous distingue la situation actuelle et ces écritures alternatives des formes, on va dire, traditionnelles d'intervention dans l'espace public des professionnels de l'histoire? Emilien y a déjà un peu répondu, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là d'être un adjuvant, d'être une sorte de petite valeur ajoutée qui va contrôler si le scénario est bien conforme à ce qui s'est passé historiquement. Il ne s'agit pas d'aller délivrer un savoir vertical, descendant, comme on peut le faire dans des universités populaires ou même dans toutes les conférences. Quand on fait des conférences auprès du monde associatif, syndical, partisan, politique, c'est une fonction assez classique où on délivre un savoir, mais où on reste dans une zone de confort. Où il y a juste quelques efforts à faire en termes de niveau de langage ou de tri dans l'information, mais ce n'est pas très, très contraignant. Ici, vraiment, ce qu'on voulait montrer, c'est que l'historien peut sortir de sa zone de confort, qui est sa zone de compétence première, pour aller à la rencontre d'autres formes de compétences et s'approprier ces autres formes de compétences. C'est extrêmement compliqué d'écrire le texte d'une bande dessinée. C'est extrêmement compliqué de monter une pièce de théâtre, d'écrire un roman, de monter une balade urbaine. Ça suppose des compétences techniques, ça suppose d'aller chercher des financements, ça suppose de se heurter à des contraintes institutionnelles, réglementaires, administratives, financières, etc. Ça suppose d'investir beaucoup plus de temps, de construire un projet de bout en bout, de le suivre, ça prend des années. C'est pas juste se faire conseiller historique pendant un mois ou deux. Là, c'est vraiment des initiatives qui s'étalent sur un temps très long. Et donc, en fait, ça redéfinit complètement le travail classique de l'historien. On n'est pas du tout dans cette zone restreinte académique. On est dans des projets de long terme, beaucoup plus coopératifs avec la société civile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au final, ça change. Alors, on reparlera peut-être tout à l'heure des contraintes que ça pose, des obstacles, mais fondamentalement, ça permet à l'historien de se réapproprier le contenu. Quand vous êtes conseiller historique d'un film, c'est pas vous qui faites le scénario, juste vous contrôlez. Quand vous faites conseiller historique
d'une bande dessinée, etc., ce qui était le cas avant dans la grande histoire de France en bande dessinée des éditions Larousse. L'historien, il ne construit pas grand-chose. Ici, il construit de bout en bout. Quand on regarde la collection lancée par Sylvain Vénère sur l'histoire dessinée de la France, quand on regarde aussi les pièces de théâtre qu'on peut monter, les documentaires sonores, les balades sonores, les balades urbaines, etc., on construit tout de bout en bout et donc on est maître du contenu. Et c'est très bien montré dans, par exemple, le rapport à la bande dessinée. Si l'historien n'est pas au cœur, c'est le scénario, le dessin qui sont premiers en critères de vente, en critères de prix, en critères tout court. Ici, ce qui est premier, c'est le propos historien. C'est qu'est-ce qu'on va mettre dedans, et l'art est au service du propos historien et non pas le propos historien au service de l'art. Donc vraiment, ça permet de renverser cet ordre, de se réapproprier des propos qui aujourd'hui nous échappent un peu parce que vous parlez de contexte. On a un contexte qui est aussi un contexte politique où on a en face, j'oserais pas dire des adversaires, même s'il y a des fois on a un peu l'impression que c'est ça, des non-historiens de profession. On peut penser à Laurent Deutsch avec ses millions d'exemplaires du Métronome. On peut penser à Éric Zemmour qui lui est même assez dangereux. On peut penser au Puy du Fou qui est le deuxième parc à thème derrière Euro Disney. On a des propos qui falsifient un peu, qui travestissent un peu l'histoire, qui la tordent par des périodes, par des biais idéologiques. Et donc le rôle de l'historien, c'est aussi de réinvestir sa discipline, et pour ça, il faut vraiment qu'il soit maître du propos, du contenu, et c'est ce que permettent aussi ces nouvelles écritures. C'est très intéressant de revenir sur ce contexte parce qu'effectivement, on sent d'une certaine façon que les questions qui se posent à la profession sont plus tout à fait les mêmes dans ces années 2010 et maintenant 2020 qu'elles l'étaient dans les années 90. Par exemple, on parlait beaucoup de la crise de l'histoire et finalement, il y avait un questionnement qui était beaucoup tourné sur les méthodes, le rapport à la preuve, quelque chose d'interne à la discipline. Là, la question de l'espace public, elle est devenue centrale. Alors, vous avez commencé à donner des explications. Il y a une causalité, il y a effectivement la place prise par les battleurs, voire les charlatans de l'histoire de type Berne, Deutsch, etc. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de contexte, Émilien, qui peuvent expliquer finalement cette centralité de la question de l'intervention dans l'espace public aujourd'hui pour un grand nombre de collègues? Il y a deux niveaux. Je pense que le contexte politique est fondamental. Je pense que l'on parle de bande dessinée, que l'on parle de théâtre, etc., quand on regarde un petit peu ce dont il est question dans notre numéro, mais finalement dans ce qu'est la production historiographique dans l'espace public, je pense que le cœur des interventions, même les plus réussies, sont souvent liées à ce contexte politique, qui, à mon avis, pour nuancer un petit peu, n'exclut pas la question méthodologique. Je pense qu'au contraire, elle est au cœur, parce que la grande question de l'intervention de l'historien dans l'espace public, c'est comment faire une BD, faire du théâtre, faire un blog, etc., etc., tout en respectant les critères de scientificité, comment montrer qu'en réalité on peut écrire pour le grand public tout en ne laissant rien d'un point de vue déontologique, d'un point de vue méthodologique et historiographique du métier d'historien, etc. Je pense que c'est une question qui est en fait au cœur de cette question politique, puisque c'est en répondant aux charlatans, en fait on ne répond pas sur leur terrain, on répond sur des supports similaires, mais en montrant qu'on n'est pas sur le même terrain, parce que les historiens sont sur un terrain scientifique, y compris avec éventuellement un propos militant. Alors il y a quand même malgré tout, et c'est vrai, il y a quand même d'autres choses qui poussent à cette exploration de nouvelles formes d'écriture. Alors bon, il y a bien entendu le goût des individualités. Je pense qu'il ne faut pas non plus complètement le mettre de côté. On voit bien des noms qui reviennent régulièrement, comme Sylvain Vénère, etc., qui ont certainement ce goût d'aller un petit peu vers vers autre chose que l'écriture académique classique. Donc ça, c'est un des éléments, mais qui est très difficile à saisir, à objectiver, et qu'on évoque très peu dans l'introduction. Mais il y a aussi tout simplement les pressions, et je pense qu'il faut pas les cacher. On a décidé de pas les mettre de côté. Il y a une incitation qu'on pourrait qualifier de bureaucratique si on parle des grandes agences de financement ou d'évaluation comme l'ANR ou l'HCERES, mais aussi parfois des directions des laboratoires de recherche qui ont besoin pour positionner leur labo dans les arbitrages de financement, de montrer que leurs membres vont vers la société civile, etc. Et en fait, il y a une sorte de, quand je dis pression, c'est pas, je pense pas que ce soit exagéré, c'est-à-dire que quand vous montez aujourd'hui un projet ANR,
eh bien, vous devez expliquer quelles seront les opérations de dissémination. C'est-à-dire, vous allez monter un projet, vous avez décidé de faire un travail de recherche très approfondi sur, je sais pas, on a un documentaire, par exemple, Marion Fontaine sur la mine, vous voulez faire un travail de recherche sur la santé au travail, sur la question des mines, etc. Eh bien, il y aura une section, de toute façon, où vous devrez expliquer, avant même d'avoir mené la recherche, puisque vous demandez un financement pour elle, comment vous allez diffuser les résultats auprès du grand public. Quand vous participez à un comité d'experts de l'HCRS pour évaluer un laboratoire de recherche, vous avez une section de l'enquête, de l'étude sur le laboratoire, qui vise à aller regarder quelles sont les relations entretenues par les membres du laboratoire avec ce qu'ils appellent l'écosystème régional. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'est-ce que font les historiens pour atteindre le grand public, pour atteindre les entreprises, pour atteindre, etc., etc., etc. Et donc tout ça, ça a poussé beaucoup de collègues à chercher à aller au-delà des écritures classiques. C'est pas toujours un bon aiguillon. En fait, moi, je pense que c'est plus fondamentalement parfois un problème. C'est ce qui fait que, par exemple, vous avez des tonnes de blogs qui sont créés sur Hypothèse ou ailleurs, parce que l'incitation à aller vers une écriture plus grand public, etc., fait que chaque projet ANR dit on aura notre blog, et puis à la fin, ça reste des coquilles vides. Donc en fait, on a cette double chose. À mon avis, on a une espèce de volonté de répondre à ce qui constitue quand même des attaques politiques vis-à-vis de notre discipline. On a cette pression, cette incitation bureaucratique, et on a le goût d'un certain nombre de collègues, l'envie de faire autre chose, de sortir, comme le disait Axel tout à l'heure, de nos zones de confort. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce qu'on a pu, nous, étudier pour construire ce numéro, c'est qu'en général, c'est quand il y a un mélange de tout ça que ça fonctionne et que ça donne quelque chose de vraiment intéressant, et non pas uniquement quand c'est une incitation bureaucratique, non pas uniquement quand il s'agit de répondre politiquement, etc. C'est plus le mélange de ces différents facteurs qui fait qu'on a à la fin souvent des écrits, des textes, des pièces, etc. qui sont vraiment intéressants. Alors, ce que vous dites montre qu'il y a un certain nombre d'ambiguïtés derrière tout ça. Et Axel, je voulais vous peut-être prolonger ces questionnements autour de ce que ça fait aux historiens, aux historiennes eux-mêmes qui font ces opérations, puisque d'un côté, Emilien, vous l'avez dit, il y a des pressions à le faire, mais de l'autre côté, il n'y a pas forcément toujours de reconnaissance institutionnelle, parce que le temps qu'on passe sur un blog, un projet théâtral, un projet de BD, etc., c'est pas forcément du temps de recherche pure, de publication valorisée dans des revues à rang A, etc., etc. Autrement dit, il y a une ambiguïté entre la pression institutionnelle, mais aussi parfois le manque de reconnaissance ou peut-être l'incertitude vis-à-vis des pairs de la discipline, vis-à-vis des évaluateurs qui disent finalement, le temps que vous passez sur ces projets, ça ne fait pas de vous forcément un vrai chercheur selon les normes qui restent en vigueur dans nos institutions. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement ça, et il y a des injonctions contradictoires. Il y a d'une part une injonction à produire d'abord et avant tout des choses académiques, donc des livres, des articles dans des revues estampillées, ce qu'on appelait avant rang A, et aujourd'hui on voit bien à peu près ce que ça donne, des productions internationales, des colloques, etc. Quand on est enseignant, il faut aussi évidemment enseigner, corriger des copies, encadrer des étudiants. Il y a une quantité phénoménale de réunions auxquelles on est tenu d'assister pour ne serait-ce que préparer la réunion suivante. Donc on a une inflation de travail qui sont du travail cœur de métier auquel on ne peut pas échapper et qui d'abord vont conditionner la notation ou la réputation d'un chercheur, être aussi dans les comités de thèse, etc. Donc on nous demande déjà une masse de travail considérable et qui tend à enfler avec l'inflation bureaucratique, la multiplication des rapports à rendre en amont, en aval de tout projet, de toute évaluation, etc. Et puis en plus, on nous demande aujourd'hui de faire ce travail de valorisation de la recherche, de médiation, de médiatisation. Il y a un certain nombre de termes qui circulent, qui ne sont pas équivalents, mais qui disent chacun bien des choses et qui se surajoutent à ça. Et donc, il faut arriver à concilier de l'inconciliable parce qu'une journée n'a toujours que 24 heures, malgré tout. Et donc, du coup, il faut naviguer dans tout ça. Ceci dit, effectivement, ce que disait quand même Emilien, il y a des difficultés. On se heurte à des pressions parce qu'à la fois, on nous demande de faire ce travail et en même temps, comme c'est encore assez frais, les choses ne sont pas mûres au plan juridique. Le nombre d'obstacles juridiques, qui est propriétaire d'un documentaire que vous faites sur un livre, vous avez le droit d'auteur, mais si le documentaire a été fait il faut une organisation, il faut une coquille, il faut des financeurs, et donc il y a des questions de propriété intellectuelle, des questions de financement, des questions de droit qui se posent et on n'en est toujours pas sorti. C'est très bien montré dans l'article d'Isabelle Bacouche et Sarah Gainsburger. Elles se heurtent
heurte à une quantité d'obstacles au CNRS, à l'EHESS, nous à l'EHES aussi. Vraiment, c'est pas mûr et on est dans quelque chose qui est encore très en germe, très évolutif. Il y a un manque de reconnaissance par les pairs aussi, parce que précisément, c'est quelque chose qui est encore récent. Malika Rahal le disait très clairement, c'est pas encore très reconnu. Alors, pour son propre dossier d'HDR, par exemple, ça peut être pas nécessairement un avantage, c'est pas reconnu comme une vraie publication. Et puis elle-même, quand elle fait des blogs, elle se heurte à des refus de coopération parce que c'est pas encore un travail qui est complètement reconnu comme légitime. Donc on voit que à ce point de vue-là aussi, c'est un champ qui est encore en germe, en labour, qui avance, mais qui n'est pas encore mûr. Il y a encore beaucoup d'obstacles à lever pour faciliter le travail des chercheurs dans des injonctions qu'on leur impose parallèlement et donc en quelque sorte encore un peu paradoxalement. Mais ceci dit, il y a aussi beaucoup d'intérêt quand même pour le chercheur à faire ce travail. On a parlé des questions politiques, on a parlé des questions d'expérimentation, de plaisir. Il y a la question du public. On écrit quand même pour être lu. Si vous écrivez pour 3 pauvres collègues dans une petite revue, finalement, c'est pas très gratifiant de passer 5 ans pour écrire quelque chose pour 3 collègues. Là, vous démultipliez votre audience. On passe de quelques centaines d'ouvrages au grand maximum vendus en moyenne en sciences humaines et sociales à des chiffres qui se comptent en milliers, voire en dizaines de milliers, voire en centaines de milliers. Et donc là, effectivement, on a l'impression d'avoir fait le travail pour être lu ou pour être entendu par des gens. Et puis, il y a aussi, d'un point de vue pratique, ça permet des choses que l'écriture ne permet pas du tout dans le dialogue avec ce public. Peut-être on y reviendra tout à l'heure. Donc, on navigue dans ces injonctions un peu contradictoires, un peu paradoxales, qui vont, à mon avis, se clarifier dans les années qui viennent, puisque dans la mesure où c'est des injonctions aussi du système institutionnel bureaucratique, il va bien falloir nous permettre de lever les obstacles, et ils vont se lever eux-mêmes aussi en termes de reconnaissance par les pairs. Il y a des choses qui étaient inimaginables il y a 10 ans qui sont possibles aujourd'hui. Je pense que dans 10 ans, les obstacles d'aujourd'hui seront largement levés. Alors, tout ce que vous dites est très, très intéressant et me fait penser aussi qu'il y a une autre dimension au-delà du goût des individus, c'est aussi les positions institutionnelles. Il est plus facile de faire une histoire alternative quand on a une légitimité, une position très solide, mettons Patrick Boucheron au Collège de France, que dans la précarité, que lorsqu'on est voilà, avec un statut très incertain, comme c'est le cas de beaucoup de collègues dans l'enseignement supérieur, voire dans l'enseignement secondaire. Donc, je pense que ces questions-là, elles mériteraient aussi d'être discutées. Alors, peut-être que ce paysage qui est en train de se clarifier, dans lequel il y a des injonctions contradictoires, il y a un élément qui permet un petit peu de le clarifier, de lui donner de la clarté. C'est une notion qui émerge depuis maintenant quelques années, voire quelques décennies, c'est la notion d'histoire publique qui contribue à formaliser un petit peu tout ce dont on est en train de parler. Émilien, est-ce que vous pouvez peut-être l'éclairer un petit peu? On en avait déjà un peu parlé à ce micro avec les participants du festival Secousse qui anime justement des manifestations d'histoire publique, mais là, il y a quelque chose qui est en train de donner forme à toute une série de choses plutôt disparates, mais qui peuvent être résumées sous un même vocable qui est celui d'histoire publique. Alors, à la fois oui et non, à vrai dire. J'ai un point de vue sur l'histoire publique qui me semble en fait lui-même contradictoire. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on peut dire là pour aller vite, c'est tout ce dont on est en train de parler là, c'est finalement faire de l'histoire publique. Mais en fait, c'est détourner un petit peu ce qu'est à la base l'histoire publique. Parce qu'en fait, le point de départ de l'histoire publique, c'est un mouvement qui émerge à la fin des années 70, principalement aux États-Unis ou en tout cas en Amérique du Nord, parce que c'est très fort aussi, il me semble, au Canada, et qui est quelque chose dans un contexte qui, donc ça renvoie à cette question notamment des statuts, hein, c'est que l'histoire publique émerge à un moment donné où les docteurs en histoire ne trouvent plus de débouchés pour avoir des postes à l'université. Et on commence à dire, finalement, il va falloir inventer d'autres débouchés. Il va falloir trouver le moyen de faire en sorte que les historiens trouvent du travail en dehors du monde académique. Et donc, quelle autre voie royale que de dire qu'on a une expertise sur le passé et que cette expertise sur le passé, elle peut être utile à l'extérieur du monde universitaire. Et donc, en gros, l'idée, pour le dire de façon un peu caricaturale, c'est de faire en sorte que les docteurs en histoire puissent trouver du travail aussi bien dans une banque que dans une entreprise, que de travailler pour des musées, des administrations locales, nationales, etc. Et donc, le point de départ de l'histoire publique, ou en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris la chose, hein, peut-être que les spécialistes, vraiment spécialistes d'histoire publique, le verraient pas de la même façon, mais c'était l'idée de produire des experts du passé qui ne soient pas des universitaires. Et justement, c'est ça qui me semble être en train de changer. Ce qui est en train de changer, c'est que de plus en plus d'universitaires
pensent s'engager à faire de l'histoire publique en plus de leurs autres activités. Pour le dire autrement, cette question de c'est plus facile pour quelqu'un qui est en poste et encore mieux au Collège de France pour faire de l'histoire publique que pour quelqu'un qui serait précaire de le faire, bien en fait c'est ça qui a changé, parce qu'en fait l'histoire publique au départ c'est pas quelque chose qui est pratiqué justement par les universitaires en poste, les plus en vue, etc. C'est plutôt quelque chose que l'on fait soit parce qu'on n'a pas trouvé de poste dans le supérieur, soit parce qu'on a le goût de faire cela. Et par exemple, après des études d'histoire, on peut devenir journaliste, on peut décider de faire de la radio, on peut décider de faire de la vidéo, de travailler dans le cinéma, d'être documentariste, etc. En affirmant un bagage disciplinaire, on a une formation, mais en assumant complètement qu'on fait autre chose. Et en fait, ce qui a changé, et c'est en ça que ce que je dis est un peu contradictoire, parce que finalement, oui, l'histoire publique, c'est de cela dont on parle là. Ce qui a changé, c'est que l'histoire publique, maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large, peut-être un peu moins précis, du coup. En France, l'histoire publique, si elle n'a pas beaucoup pris, on en parle dans l'introduction, c'est que contrairement aux pays d'Amérique du Nord, où il y avait vraiment l'idée, c'est un débouché pour ceux qui ne trouveront pas de place à l'université, en France, ça a plutôt été vite pensé comme un nouveau marché pour les entreprises, et donc il y a eu forcément un certain rejet de cette histoire appliquée qui serait une histoire qui ne serait pas indépendante, etc. Et donc au départ, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas trop pris, et ça c'est vraiment en train de changer. Et alors dans l'introduction, on montre deux petits schémas qui à mon avis sont vraiment très révélateurs. Alors, c'est des schémas qui sont faciles à trouver, y compris sur Twitter, puisque c'est là qu'on les a trouvés, qui ont été dessinés par une professeure d'histoire au collège, enfin l'équivalent du collège aux États-Unis, qui s'appelle Lisa Gilbert, qui a essayé de faire comprendre à ses élèves ce que c'est l'histoire. Et en fait, pour dire ce que c'est l'histoire, en fait, elle a en gros expliqué que le passé, l'histoire, au sens très large, c'est des discours académiques, de l'histoire publique, de la mémoire, trois choses très séparées, et que le mélange de tout ça, c'est le passé, et que dans chacun de ces points, il y a des spécialistes qui interviennent. Et en l'occurrence, ce qui est très intéressant dans ce schéma, c'est que progressivement, il a été beaucoup repris sur Twitter, ce qui dit aussi quelque chose des nouvelles pratiques. Et l'American Historical Association a demandé à Lisa Gilbert de reprendre son schéma, elle l'a publié dans son magazine, et il a complètement changé suite aux remarques des autres, puisqu'on a l'histoire académique, l'histoire publique et l'histoire populaire qui fait son apparition, et ces trois sections se chevauchent. Et en fait, c'est très intéressant puisqu'on voit exactement ce que j'essayais de dire là, c'est qu'en fait, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est une mutation de l'histoire publique où finalement, des spécialistes qui vont être des universitaires reconnus comme des jeunes chercheurs, comme des passionnés du passé, que ce soit des généalogistes, tous ces gens qui font par exemple des reconstitutions médiévales, etc., tout cet horizon, en fait, tout ce panel d'intervenants produit conjointement un discours sur le passé. Et l'histoire publique est au milieu de tout ça avec un mélange comme ça d'intervenants qu'il est parfois un peu difficile de relever parce que pour le dire de façon un peu caricaturale et provocatrice, ce que fait Dutch, on pourrait presque dire que c'est de l'histoire publique. Et c'est là que ce concept, à mon avis, mérite d'être un peu travaillé, je parle les non spécialistes, je veux dire, d'essayer de comprendre ce que ça signifie pour vraiment ensuite faire la différence entre les uns et les autres. Pour être moins provocateur, sur la question aussi des statuts, on peut quand même remarquer que c'est plus facile, quand on dit c'est plus facile pour quelqu'un qui est en poste, je pense pas que ce soit plus facile. En fait, on a plus de reconnaissance. C'est-à-dire personne se pose la question de la légitimité, presque personne, d'un prof au Collège de France ou d'un professeur des universités a décidé de participer à une bande dessinée. En revanche, on va se poser la légitimité d'un doctorant ou d'un postdoc sans poste à le faire. En revanche, c'est pas plus difficile pour le jeune chercheur de le faire. Je pense que c'est parfois même un peu plus facile. Et en l'occurrence, c'est pas compliqué. Il suffit de regarder un petit peu ce qu'a été, par exemple, l'histoire de l'appropriation du blog sur Hypothèse. Ce qui est assez intéressant, c'est que en histoire, les blogs, il y en avait quasiment pas au début des années 2000. Il y avait que André Gunther et Paul Bertrand, en gros, en francophone, en tout cas, qui avaient des blogs d'historiens, l'un des deux sous pseudo d'ailleurs. Les deux étaient en poste, mais ensuite, quand Hypothèse est arrivée et que le blog a explosé, alors ça reste à objectiver, mais j'ai quand même le sentiment que c'est énormément les jeunes chercheurs qui se sont appropriés cette nouvelle écriture et que c'est ensuite devenu quelque chose où on a pu commencer à trouver des chercheurs de métier. Et donc là aussi, on a progressivement une mutation et en fait, c'est pas que c'est plus facile, par contre, c'est beaucoup plus légitime. Vous avez mentionné Twitter dans votre réponse et il me semble que
que ça touche à un des points de contexte qui explique aussi le développement de toutes ces nouvelles pratiques et formes d'écriture, c'est les possibilités ouvertes par le web en général et les réseaux sociaux en son sein, qui sont vraiment quelque chose qui a aussi transformé la façon de populariser l'histoire, de diffuser des idées, des connaissances. Moi, je m'en sers beaucoup, vous en servez également, de nombreux collègues, certains et certaines avec une visibilité très grande, qui parfois font des fils Twitter pour raconter un événement, pour présenter un point historiographique, etc. Ça, c'est quelque chose qui entre aussi dans le cadre de ces écritures alternatives. Oui, absolument. Alors, le web a changé énormément de choses. Le web a permis l'appropriation par les historiennes et les historiens d'outils d'écriture qui auparavant étaient un peu plus compliqués. Pour faire une sorte de parallèle, moi j'ai le sentiment que j'ai sur le blog et y compris un peu sur Twitter aussi, mais surtout sur le blog, c'est que finalement ce que ça a offert, c'est un peu le modèle du fanzine des années 80-90 où en gros on pouvait être passionné par un sujet, avoir des compétences sur le sujet et si on voulait avoir un lectorat en fait, il fallait mettre les mains dans le cambouis, fabriquer son fanzine, etc. Le blog c'est ça. Le blog c'est j'ai décidé de travailler sur un sujet de thèse où je suis un petit groupe de recherche qui s'intéresse à un objet particulier, eh bien j'ai à ma disposition une interface très facile à utiliser et je peux écrire ce que je veux. Et en fait ça a changé les choses. Ça a changé les choses d'autant mieux que il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que valent ces fils Twitter ou ces billets de blog. C'est-à-dire que tous ceux qui en produisent savent ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont tout à fait conscience de ne pas faire des articles scientifiques, de ne pas être dans une logique de publication reconnue par les pairs, etc., mais bien d'une sorte d'intermédiaire entre les deux, c'est un peu comme on pourrait parler de littérature grise, mais qu'on mettrait à disposition des autres. Et effectivement, l'usage de Twitter dans tout ça est assez intéressant puisque depuis quelques années, donc se développe ce que vous évoquez sur les fils Twitter. Alors, on peut bien sûr penser immédiatement aux fils que peut faire Mathilde Harrer, par exemple, qui est l'une de celles qui, à mon avis, est la plus lue sur ces questions-là, qui sont des fils en fait de vulgarisation au bon sens du terme, de popularisation, disons, de différentes thématiques. Ça, c'est une des pratiques qui se développe presque récemment, j'ai envie de dire. Et sinon, Twitter a longtemps été une sorte d'accélérateur de visibilité, c'est-à-dire que, en gros, tout ça est un écosystème. Vous allez écrire un billet de blog. Pour pouvoir en faire parler, vous allez utiliser Twitter pour indiquer aux gens que le billet de blog existe. Le public, alors quand on dit le public, pendant longtemps Twitter c'était des journalistes, des profs et quelques personnes perdues, mais ce public-là en discutait. Ce qui est assez intéressant, c'est que tout ce qui a été un peu théorisé, notamment par Marin Dacos sur la conversation sous les blogs scientifiques, qui serait une sorte de réactivation de la conversation scientifique traditionnelle qui existe depuis au moins le XVIIIe siècle, etc. On la retrouve de moins en moins dans les billets de blog, mais on la trouve sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça, c'est quand même assez intéressant, c'est que vous allez écrire un billet de blog destiné à un public un peu plus large que vos 3 collègues de bureau. Et en fait, la discussion va ensuite partir sur les réseaux sociaux. Alors, ça a des avantages, c'est que ça dynamise les échanges. Ça a un inconvénient, c'est que tout ça est très éphémère, parfois perdu. Et je parle pas, par ailleurs, de tout ce qui va être ce qu'on appelle les clashs, etc., qui sont souvent sans intérêt. Mais on a comme ça tout un écosystème. Alors, je parle de blog et de Twitter, mais on pourrait ajouter à ça Wikipédia, qui est quand même le lieu où s'écrit différemment l'histoire, avec ses bons et mauvais côtés, mais il n'empêche que c'est une nouvelle forme d'écriture collaborative, en grande partie anonyme, etc., qui, à mon avis, mérite d'être étudiée pour elle-même. Alors, beaucoup de gens le font déjà, mais c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. On a comme ça énormément de pôles qui relèvent tous à peu près de la même chose, c'est-à-dire le web, la capacité d'écrire directement depuis son ordinateur des textes qui peuvent être lus par tout le monde. Et effectivement, ça, je pense que ça a changé la façon dont on appréhende notre public. Et il n'est pas impossible que ce soit une des raisons pour lesquelles les historiens qui sont de plus en plus sur Twitter aient envie de plus en plus d'aller vers le public parce qu'ils constatent que ça fonctionne. Ils constatent bien que quelqu'un, par exemple, comme Mathilde Harrer, qui il y a quelques années était déjà sur Twitter, alors on discute régulièrement sur est-ce que c'est le militantisme qui fait le succès, etc. En l'occurrence, Mathilde Harrer, quand elle a commencé à faire ses fils, elle avait déjà des engagements et elle n'avait pas 60 000 personnes ou
80 000 personnes qui la suivaient du fait de ses engagements. En revanche, ces fils Twitter ont progressivement ouvert des perspectives beaucoup plus traditionnelles, le fait de pouvoir ensuite aller écrire dans des magazines comme Politis, etc., qui font ensuite le succès et le fait qu'elle est énormément lue. Et donc ça, effectivement, je pense qu'on a passé un pas sur ces questions-là. On a sauté un pas qui donne encore plus de visibilité à ces initiatives. La question étant de savoir jusqu'où ça peut aller et si vraiment tout le monde peut se permettre de faire cela, parce que faire un fil Twitter, c'est ce que disait Axel tout à l'heure sur les injonctions contradictoires, ça prend énormément de temps. Et donc le temps qu'on passe à faire ça, on ne le passe pas à faire autre chose. Et ça, c'est une vraie question sur la possible pérennisation de ce type de pratique, à mon avis. Ça pose aussi, à mon avis, une autre question qui est la question de la réception et de l'efficacité de ce type de pratique alternative de l'histoire, puisque on a cité tout à l'heure des chiffres de parution en disant voilà, on voit les parutions, les chiffres de Métronome, les millions d'exemplaires, etc., etc. Et il y a une envie chez beaucoup de gens, et moi y compris, d'en découdre avec ça, de dire voilà, on va proposer d'autres écritures, on va aller vers ce public, on va essayer d'apporter des choses, mais il faut bien constater que on n'arrive pas à ces mêmes chiffres et à ces mêmes proportions. Alors peut-être pour l'instant, peut-être pour des raisons plus structurelles, mais ça pose quand même la question de l'efficacité sociale de ce type de pratique, de la réception non seulement pour qui écrivons-nous, mais qui nous lit. Et est-ce que ça fonctionne, Axel? Est-ce que vous avez des éléments de questionnement ou de réponse sur ces points? Oui, c'est une question centrale qu'on s'est posée. Alors, une partie de la réponse est déjà dans la question précédente qu'on a traitée sur Twitter, c'est-à-dire que si vous vous en tenez à un propos strictement historien, vous allez rarement avoir des dizaines de milliers de followers. Dès l'instant, quand vous regardez les historiens Twitter qui ont le plus de succès, très souvent, la moitié de leurs tweets ne sont pas du tout des tweets historiens, mais sont des tweets politisés, de réaction à l'actualité, etc. Donc, il est un peu difficile de penser qu'avec juste notre propos historien, même en ayant des formes d'écriture les plus attractives, les plus audacieuses, alternatives, originales possibles, on égalera leurs millions ou centaines de milliers de ventes. Ça va rester des épiphénomènes des phénomènes notables mais exceptionnels, comme l'histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron, qui a quand même dépassé les 100 000 exemplaires. Il y a plus de 110 000 exemplaires vendus, où il y a un vrai travail sur la forme, sur une écriture courte, pas de notes de bas de page, très peu de références bibliographiques, etc. La balade nationale de Sylvain Vénère, pour l'instant, c'est 45 000 exemplaires vendus, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas à des centaines de milliers, mais c'est quand même quelque chose de notable. Tout ça pour dire qu'en termes de chiffres, non, on ne les égalera sans doute pas, mais on fait quand même beaucoup mieux que les quelques centaines d'exemplaires qu'on arrive timidement à vendre par des écritures classiques. Mais au-delà de la question du quantitatif, il y a aussi la question qualitative du public touché. Si vous utilisez la BD, mais aussi le théâtre, par exemple, vous allez pouvoir toucher des enfants, vous allez pouvoir toucher des adolescents, vous allez pouvoir toucher des publics moins lettrés, rebutés par des gros livres sans images et plein d'écritures, que sont nos ouvrages le plus souvent quand même assez austères, voire franchement rébarbatifs. Donc, vous avez un outil qui est un outil pédagogique, un outil d'élargissement sociologique de l'audience de l'histoire. Donc, il n'y a pas que la question quantitative, il y a aussi la question qualitative, et toucher les jeunes générations, c'est aussi bien que d'essayer de convertir des gens que de toute façon, s'ils lisent Zemmour ou Laurent Deutsch, a priori, on aura du mal à convertir. Ça vient en fait vraiment, c'est pour ça aussi qu'on s'est attaché à cette question, on se l'est posé, en quoi ces nouvelles écritures transforment notre écriture, mais aussi notre façon de penser, de travailler, et en quoi ça permet de toucher ce nouveau public. Et par exemple, l'idée, c'est extraordinaire, la bande dessinée, vous regardez, vous avez des représentations qui sont complètement synoptiques. Vous représentez dans un même dessin des lieux, des paysages, des hiérarchies sociales, des modes de domination, des façons de parler, un langage argotique ou plus ou moins élevé, peu importe. Donc, en quelques mots, en quelques images, avec une vraie économie de mots, de moyens, vous évitez le langage académique classique qui va rebuter ou freiner l'accès à un certain nombre de personnes, et du coup, vous ouvrez beaucoup plus largement votre propos. Ça permet aussi, c'est une question qu'on n'a pas tranchée mais qu'on a évoquée, de recourir à des registres émotionnels. Alors ça, c'est une question qui c'est intéressant parce qu'en fait, c'est très controversé en histoire. L'historien doit-il utiliser l'émotion
pour toucher son public. Alors, l'historien étudie les émotions, l'historien essaye de transmettre des émotions du passé, là, jusque-là, on est tous d'accord, mais après, est-ce qu'il faut aller chercher le public dans ses émotions, précisément, pour avoir plus d'efficacité sociale, pour convertir des gens politiquement? Noiriel dit que pour convertir des gens politiquement, vous ne les convertirez pas par un discours purement rationnel, académique, surplombant, mais qu'il faut aller toucher la personne dans son émotion, dans son ressentir, dans ses perceptions. Et là, c'est par l'art, par la bande dessinée, le théâtre, etc., qu'il faut passer. Et de fait, dans ces écritures, par exemple, évidemment, le théâtre ou la bande dessinée, on recourt au registre de l'humour, au registre de la tristesse. Donc, on ne parle pas au lecteur qu'un pur esprit rationnel, mais on le touche comme un individu, et c'est là où on a une petite marge pour l'ébranler, pour lui faire changer ses opinions, ou en tout cas apprendre quelque chose de nouveau. Et puis, ça permet aussi, ces nouvelles écritures, moi ça m'avait beaucoup marqué, non seulement de donner à comprendre le travail historiographique, essayer de faire comprendre que l'historien travaille avec une documentation parcellaire, partiale, etc. Il suffit de montrer une archive trouée en bande dessinée pour le faire comprendre. Vous avez évoqué dans un précédent podcast avec Fanny Madeline la déconstruction des images fausses du passé. Avec juste une petite vignette de bande dessinée, on arrive à faire ça. De façon générale, c'est tout le recours aux anachronismes contrôlés pour essayer de faire comprendre des situations du passé à l'aune de représentations du présent qui sont bien maîtrisées. Donc, avec ces nouvelles écritures, vous avez quand même vraiment beaucoup d'avantages pour essayer de toucher des nouveaux publics, de faire comprendre des choses qui seraient infaisable à faire comprendre de façon très large à un grand public sur l'opération historique, l'opération historiographique, sur la façon de travailler, sur les acquis de la recherche, etc. Donc forcément, vous élargissez quand même votre public, en tout cas, vous vous donnez des possibilités, des potentialités d'élargissement. Et puis, ce qui est, pour finir sur cette question-là, quand même préciser que l'historien, au-delà de la question du lectorat quantitatif et même qualitatif qu'il va réussir à toucher, il y gagne quelque chose dans son écriture à lui. Ça a été montré par beaucoup des contributeurs. Alors, Guillaume Mazot a beaucoup écrit sur la façon dont la mise en théâtre avait enrichi sa propre compréhension du passé. Il disait comment on comprend mieux le processus révolutionnaire, comment fonctionne le débat en assemblée, comment les gens se politisent, se radicalisent, comment les temporalités sont complètement enchevêtrées, etc. Malika Rahal, dans son article, nous explique comment, dans le blog, elle arrive à trouver des nouveaux témoins, à avoir accès à des nouvelles sources, à avoir accès à des gens qui vont lui expliquer des sources qu'elle ne parvenait pas à décoder. Comment aussi elle va tester des articles, elle va les tester en format plus ou moins court, plus ou moins long, elle va les diffuser dans différentes langues, dans différents formats, etc. Et donc là, il y a des résultats en termes de consultation qui sont vraiment patents. Et Marion Fontaine, dans son article, elle explique comment les échanges avec le réalisateur lui ont fait changer son regard, lui ont fait poser des nouvelles questions sur ses archives, comment aussi, parce que c'est le processus, c'est le bout aval de ce processus, c'est la rencontre avec le public. Quand vous faites une pièce de théâtre, vous avez le public qui vient vous voir à la fin de la représentation. Quand vous présentez votre BD, souvent, vous avez du public qui vient dans les librairies. Et dans les films documentaires, il y a des projections et des débats à la fin. Et le public aussi, en retour par ces questionnements, vous enrichit, ce qui n'est pas du tout le cas dans des ouvrages classiques et dans des articles académiques. Donc, pour toutes ces raisons-là, il y a vraiment un élargissement potentiel du public, un dialogue potentiel aussi, et un élargissement, une amélioration, un enrichissement du travail de l'historien. Donc, vraiment, ça va au-delà des questions politiques et même numériques du lectorat. Une des manières dont Gérard Noiriel, que vous avez cité, qui est effectivement un pionnier de bien des façons de ces écritures alternatives, une des manières dont il répondait à ces critiques disant finalement vous touchez peu de monde, c'est de dire on travaille à la marge, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais effectivement les masses, les volumes des grandes productions et des personnalités les plus médiatiques, type Berne, etc. Mais à la marge, on fait évoluer effectivement la perception de l'histoire par un certain nombre de gens. Et Noiriel lui-même, eh bien, il a tenté de le faire de différentes façons, dont l'écriture d'un livre récent, Histoire populaire de la France chez Agone, qui s'inscrit en fait dans un mouvement plus large qui est celui des histoires populaires, qui sont l'une de ces formes alternatives que vous avez étudiées dans un article spécifique, Émilien. Oui, tout à fait. Alors, c'est assez
c'est intéressant justement par rapport à la question notamment du public que l'on touche et de la diffusion des travaux, puisque les histoires populaires de la France, donc si on prend les deux cas qui font l'objet d'une partie de l'article, l'histoire populaire de la France de Gérard Noiriel et Les luttes et les rêves de Michel Zancarini-Fournel sont parus en 2016 et 2018. Et dans le cadre, donc alors sur la question de l'écriture, je développe pas trop, mais c'est dans l'article, c'est-à-dire que on voit bien qu'ils ont fait aussi bien l'un que l'autre un vrai travail d'écriture dont l'objectif était d'être le plus clair possible, de pas utiliser de jargon, enfin tout un travail sur la qualité d'écriture, sur la lisibilité des livres, mais qui restent quand même des très gros livres. Et on parlait tout à l'heure de la question de la légitimité à engager des écritures alternatives. Je ne connais pas beaucoup d'éditeurs qui publieraient un livre de 1200 pages d'Émilien Ruiz. En revanche, quand c'est Michel Zancarini-Fournel ou Gérard Noiriel, on peut y aller sans trop se poser de questions parce qu'il y a une carrière, parce qu'il y a un positionnement qui n'est pas une question de positionnement institutionnel, mais disons une présence déjà bien affirmée dans le paysage éditorial qui fait qu'on peut prendre ce risque. Et en l'occurrence, ce risque, il fonctionne puisque les deux livres se sont beaucoup vendus. Pas de façon effectivement aussi forte que celui de Zemmour. Alors, dans l'article, j'ai essayé d'aller chercher. Alors, il faut être très prudent avec les chiffres de vente. Les éditeurs, en fait, utilisent des chiffres de vente qui sont la plupart du temps issus de panels, de libraires. C'est l'équivalent de sondages, donc il y a des vraies marges d'erreur, etc. Souvent, les discussions autour des ventes de livres vont comparer des tirages à des ventes réelles ou ne pas tenir compte des retours. Enfin, donc, faut prendre tout ça avec beaucoup de prudence. Mais globalement, si on demande à Edistat, par exemple, ces données, on constate que les histoires populaires se sont très bien vendues, puisqu'en l'espace de 2 ans, Zancarini-Fournel en a vendu un peu plus de 25 000, et que Gérard Noiriel a vendu, pour de la première édition, entre 2018 et 2019, 52 000 exemplaires de son histoire populaire. Donc on peut ajouter à ça les plus de 140 000 de la première édition de l'Histoire mondiale de la France, et on a comme ça une sorte de proposition alternative dans 3 registres très différents, même s'il y en a 2 qui s'appellent tous les 2 Histoire populaire, ils n'écrivent pas du tout l'histoire de France de la même façon. On a 3 propositions alternatives de gauche, disons-le, parce que c'était ça quand même l'enjeu, pour faire face à des travaux comme ceux des écrits du type de ceux de Zemmour, par exemple, qui arrivent malgré tout à atteindre un public. La grande question, c'est quel public ? On l'a déjà évoqué, je développe pas, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que on va réussir, alors effectivement à la marge, comme le dit Noiriel, on travaille à la marge pour faire changer la perception d'une partie du lectorat. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans l'article, c'est d'étudier la réception. Alors c'est à peine une ébauche d'études de réception, mais je me suis amusé à compulser toutes les critiques qu'on pouvait trouver en ligne sur des sites. Alors bon, les sites des libraires en ligne, des grandes entreprises de librairie en ligne, mais aussi des sites de critiques amatrices ou amateurs, type Babelio, ce genre de sites. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on retrouve exactement le même type de registre dans les critiques du dernier livre de Zemmour, par exemple, Destin français, que dans celles faites au livre de Noiriel et Zancarini-Fournel sur l'écriture. C'est-à-dire très bien écrit, ça se lit très bien, un vrai effort pour être compris. On trouve exactement le même type de texte. Ça interroge quand même, parce que ce que ça veut dire, c'est que finalement, la qualité d'écriture ne suffit pas, puisque Zemmour en vend quand même 2 à 3 fois plus par semaine que les autres. Et ce que ça nous dit, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui, à mon avis, échappe aux historiennes et aux historiens, c'est la façon dont ensuite une promotion est organisée autour des livres qu'on publie ou des initiatives que l'on a. Parce que si par exemple Noiriel a beaucoup vendu l'histoire populaire, c'est ou grâce à plutôt des réseaux militants très efficaces. Il a été invité dans beaucoup d'endroits, il a été aussi très vite reconnu par ses pairs. Hein. Dans l'article, je montre très bien que très vite le livre fait l'objet de recensions, mais surtout d'entretiens, de signalements, etc. dans divers médias où des historiens interviennent, comme Libé, Le Monde, etc. Et en fait, malgré tout, ça suffit pas. Malgré tout, ça suffit pas, puisque ce livre, qui est tout aussi accessible qu'un Destin français, par exemple, se vend 2 fois moins. Ce qui est quand même déjà exceptionnel, 52 000 ventes pour un livre d'histoire. Un livre d'histoire qui se vend bien, c'est 1000 exemplaires maximum. Hein. Donc c'est exceptionnel, et en même temps, on n'arrive pas
malgré tout à atteindre tout cela. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que il faut rester optimiste parce que beaucoup de choses se développent, beaucoup d'historiennes et d'historiens interviennent de plus en plus dans ces écritures pour un peu redresser un peu ces discours falsificateurs ou en tout cas réactionnaires. Donc pour ça, on peut être optimiste. Il y a quand même une petite touche de pessimisme, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment la main sur sur la façon dont ensuite on est reçu. Et cette question de qui nous lit est très difficile en réalité à atteindre. Qui lit vraiment une histoire populaire ? Par ailleurs, qui, quand il achète un livre, va vraiment le lire ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de la très grande vente du Capital au XXIe siècle de Piketty, où quelques mois après, Amazon avait fait une enquête sur ceux qui avaient acheté le livre en version numérique, et on voyait que la plupart des gens qui l'avaient acheté avaient lu les 100 premières pages et s'étaient arrêtés. Alors bon, déjà, ça fait un peu peur sur la capacité d'Amazon à savoir ce que font ses lecteurs. Par contre, ça nous dit quelque chose sur la différence entre vente et réception, et ce qui revient à la question posée tout à l'heure de l'efficacité sociale. En fait, on a beaucoup de mal à l'apercevoir, on a beaucoup de mal à la saisir. Alors, il y a des gens qui tentent de saisir tout ça. À Open Edition, par exemple, ils ont tout un programme Open Edition Lab d'identification de ce qu'ils appellent le lecteur inattendu sur leur contenu. C'est-à-dire de se dire, bon, on sait à peu près qui nous lit, c'est des étudiants, des profs, des universitaires. On espère atteindre un grand public, mais on ne sait absolument pas si on y arrive. On va essayer de regarder quand même qui lit quoi à quel moment. Et donc, ils ont mis en place tout un système permettant d'essayer de détecter ces lecteurs inattendus. Et donc, c'est ce qui permet de voir, par exemple, des consultations exceptionnelles sur la plateforme de blog. Par exemple, au moment des attentats de Charlie Hebdo, il y avait un billet de blog sur l'histoire des représentations du prophète et en gros, les visites ont explosé. Et donc, ça permet de voir que ça veut dire que ce billet de blog qui existait depuis un moment a atteint un public qui était en recherche d'informations sur ces questions-là. L'autre élément qu'ils peuvent donner, qu'on cite dans l'intro, c'est aussi que sur toute la plateforme Open Edition, ils ont pu identifier via les adresses IP d'où venaient les visites. Et puis, ils ont pu découvrir, par exemple, que une banque, alors je ne me souviens plus laquelle, le Crédit Mutuel ou le Crédit Agricole, enfin une banque, fait venir un nombre de visiteurs sur Open Edition quasiment équivalent à l'Université de Lausanne. Et donc là, on commence un peu à percevoir que ces écritures alternatives, ces supports alternatifs attirent des lectorats un peu différents. En revanche, saisir qualitativement ce qui en est reçu, l'efficacité, etc. Moi, j'ai peur qu'on ne puisse pas l'avoir, et je pense qu'il serait un peu présomptueux de croire qu'on peut arriver vraiment avec nos livres d'histoire à changer ce que tout un public pense, simplement par petits pas. On offre des alternatives, et pour revenir à ces histoires populaires, moi je pense que c'est surtout ça le rapport considérable au-delà du nombre de ventes, c'est le fait qu'elles existent et que du coup il existe une alternative aux écritures réactionnaires. Merci à tous les deux. Comme on le voit, il y a énormément de questions qui restent à discuter, qui sont des sujets de réflexion pour toute la communauté qui s'intéresse à l'histoire. Et eh bien, on est ravis de pouvoir y contribuer. Et on recommande donc la lecture de ce numéro 269-270 du Mouvement social, tout juste paru, que vous pouvez retrouver et dont vous trouvez la référence aussi sur le site Parole d'Histoire. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.